On se laisse encore une petite minute juste pour que les gens arrivent, le petit pic de connexion de 13 heures. Et puis, on va démarrer avec une nouvelle séance des mercredis du Coffer. C'est ce que je disais à Christelle, c'est la première séance de la rentrée, avec un programme que vous avez peut-être vu qui est très riche, là, jusqu'à la fin de l'année. On l'a tweeté sur le compte du Coffer. Donc, pour ceux qui ont Twitter, vous pouvez aller voir un peu le détail. Il y a pas mal d'activités qui sont proposées. Et puis, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Christelle Sordet, qui est maître de conf rhumato à Strasbourg. On travaille dans le même service et qui se consacre à beaucoup d'activités. Il y a de la rhumato-pédiatrique, de la rhumato bien sûr, mais aussi de l'éducation thérapeutique, de l'activité physique. C'est des thématiques qu'elle connaît vraiment très très bien, et donc c'est la raison pour laquelle on lui a demandé d'intervenir sur l'activité physique et l'ERIC. C'est vrai qu'on se dit toujours, on recommande l'activité physique, mais est-ce que vraiment, d'abord, il y a une démonstration de quoi que ce soit? Je pense qu'elle va répondre à la question. Et puis, elle va surtout aussi nous donner des petits aspects très pratiques, les trucs du quotidien. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel pour qu'on puisse, entre guillemets, vendre l'activité physique à nos patients si vous n'êtes pas vous-même convaincu. Mais je pense que c'est probablement le cas. Bah, écoute, Christelle, c'est l'heure. Je te propose de commencer si tu veux, hein. Très Donc, bien, on part merci. sur voilà, une vingtaine de minutes. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions avec la fonction questions et réponses au bas de l'écran. Et puis, on rediscutera tout ça à la fin avec Christelle. Et ne partez pas sans le petit sondage. Voilà, voilà. Ben, c'est à toi, Christelle. Merci, merci Laurent. Ben, merci aux gens du COFER de m'avoir convié pour parler de l'activité physique, Eric. Alors, c'est vrai que c'est le premier topo de la rentrée. Donc, c'est, on va dire, une rentrée un peu sportive. Pourquoi déjà en parler? C'est vrai qu'on en entend souvent parler ces derniers temps, ces dernières années. Eh bien, déjà parce que en fait, vous voyez qu'on est passé ces derniers, ces derniers siècles, enfin, c'est plusieurs siècles, bien entendu, de l'homme chasseur-cueilleur à l'homme qu'on pourrait appeler l'homo sedentarius, puisque maintenant, on peut pratiquement tout faire de sa chaise et de son ordinateur. Donc, on est plutôt victime d'addiction à la chaise actuellement, puisqu'on peut bien sûr commander ses courses, s'habiller, commander des voyages et même travailler. On a bien vu qu'avec le Covid, le télétravail était la solution pour continuer à faire tourner les entreprises et autres pendant cette période sanitaire compliquée. Autre élément, on voit bien aussi que si on reprend un petit peu ce tableau, que si on reprend les années 1750, hein, mais même si on va au début du XXe siècle, et du XXIe siècle, ben, vous voyez à quel point là, il y a une diminution de la dépense énergétique qui est vraiment de façon qui est très importante. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment en parler, parce qu'il y a vraiment une explosion de la sédentarité et de l'inactivité dans le monde. Faut-il encore se mettre d'accord sur on parle de quoi quand on parle d'activité physique? Alors, on ne parle pas de sport. Et ça, c'est, je pense, un premier élément important. Le sport, c'est un ensemble d'exercices physiques qui va se présenter sous forme de jeu individuel ou collectif, et c'est régi par des règles et souvent par des compétitions. Et ça amène souvent la notion de dépassement de soi, de performance. Et ce n'est pas forcément un mot qui est très adapté pour nos patients qui sont malades et qui ont des rhumatismes inflammatoires en particulier. L'activité physique, c'est plus global. En fait, la définition classique, c'est les mouvements corporels qu'on produit avec la contraction de nos muscles et qui permet une augmentation des dépenses d'énergie par rapport à la dépense qu'on aurait si on était au repos. Et chose très importante, cette activité physique, elle va se définir par sa nature, son intensité, et on va y revenir assez souvent, sa durée, mais également sa fréquence et son contexte de pratique. Autre chose très importante, et d'ailleurs c'est plus ça dont on va parler pendant le topo, c'est l'activité physique adaptée. Parce qu'en effet, on a affaire à des patients atteints de rhumatisme inflammatoire, et justement, l'activité physique adaptée permet de mettre en mouvement des personnes qui, en raison d'un état physique pour nos patients, mais ça peut être un état mental, un problème social, ne peuvent pas pratiquer des activités physiques dans des conditions normales. Donc, on va essayer d'adapter, et on peut adapter, en fait, c'est vraiment relativement facile. On a des professionnels qui nous aident pour ça, adapter les activités physiques pour que le patient puisse faire soit en autonomie, soit en supervision cette activité. Autre chose aussi très importante, et les premières diapos que je vous ai montrées montrent à quel point c'était prégnant actuellement, c'est l'inactivité physique. Alors, c'est quoi? En fait, on bouge quand même, mais c'est un niveau insuffisant. Et en tout cas, c'est inférieur aux recommandations
d'activité physique. Alors, quand est-ce qu'on se déclare quelque part inactif physique? Eh bien, c'est quand on fait moins de 150 minutes d'activité physique par semaine, en fait. Et là, on se déclare à ce moment-là inactif. Donc, c'est moins de 3 heures d'activité physique par semaine. Autre point très important, c'est la définition de la sédentarité. Et la sédentarité, c'est le temps cumulé, assis pendant la période d'éveil, au cours de laquelle on va dépenser la même chose qu'au repos. Et en fait, on est sédentaire si on reste plus de 7 heures assis par jour en dehors des heures de sommeil. Donc, vous comprenez bien qu'on peut avoir un profil actif ou inactif, ou un profil sédentaire ou non sédentaire. Et quand on regarde la population générale, en France, eh bien, on se rend compte, là, sur une population de 18 à 79 ans, eh bien, vous avez la majorité des patients sont, enfin, pas des patients, des personnes sont actifs et sédentaires, mais vous avez quand même un quart, notamment des hommes, qui sont inactifs et sédentaires, et beaucoup plus chez les femmes, jusqu'à 40%. Donc, les gens cumulent en fait l'inactivité et la sédentarité. Or, cette sédentarité, elle est quand même pourvoyeuse de nombreux morts dans le monde, plus de 5 millions de morts par an. Malheureusement, on peut être sédentaire, actif, et ce n'est pas parce qu'on est actif qu'on va compenser les méfaits de cette sédentarité. Alors, qu'en est-il de nos patients, par exemple, ayant une polyarthrite rhumatoïde? Eh bien, dans ce questionnaire, de cette étude qui date de 2008, les patients avaient répondu justement à un questionnaire dans 21 pays. Eh bien, on se rend compte que nos patients polyarthrite, voilà, on est dans le top 5, mais des moins actifs, puisque on voit bien que 85% des patients déclaraient ne pas avoir d'activité physique régulière. Et on était seulement à 7% des gens qui avaient, 1 à 2, voire 3 fois par semaine. Et vous voyez, il y a des disparités très importantes. Et si on prend les plus actifs, eh bien, on a les Finlandais, où là, vous voyez, c'est quand même plus réparti. Il y a autant d'inactifs que d'actifs. Autre chose aussi, comparons les rhumatismes les patients ayant des rhumatismes et d'autres pathologies. Donc là, c'était une étude d'opinion pour voir un petit peu ce que les patients faisaient en termes de nombre de pas. Et on se rend compte également, voilà, on est un petit peu au milieu en termes de polyarthrite. Vous avez ceux qui faisaient le moins d'activité étaient les patients atteints de cancer, et le plus d'activité, c'était le diabète. Alors peut-être aussi qu'on parle beaucoup plus d'activité physique chez les patients diabétiques depuis plus longtemps, alors que nous, c'est peut-être quand même aussi plus récent. Puis il y a sans doute aussi d'autres choses qui expliquent cette différence. Donc, on a vu que nos patients, globalement, étaient sédentaires comme la population générale et probablement moins actifs que les autres, que la population, on va dire, saine. Alors, pourquoi c'est important de les faire bouger? Eh bien, tout d'abord parce que l'inactivité physique est reconnue comme le 4e facteur de risque de mortalité à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est quand même important. Et quand moi, j'avais appris, j'avais été quand même assez interloquée de cette je n'imaginais pas que l'inactivité physique était aussi pourvoyeur de mortalité cardiovasculaire. Et comme dit l'OMS encore en 2020, il serait possible d'éviter jusqu'à 5 millions de décès par an si la population mondiale était plus active. Alors bien sûr, il y a des inégalités dans les pays, ce n'est pas la même chose en Afrique, aux États-Unis ou en France, mais globalement, à l'échelle mondiale, vous voyez que l'inactivité physique est un vrai fléau, notamment au niveau de la mortalité cardiovasculaire. Alors, ce n'est pas nouveau. Parce que si on reprend une ancienne publication dans le Lancet en 1953, avec les fameux bus à l'impérial, eh bien, il s'était rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'infarctus chez les patients chez les personnes qui travaillaient dans la société de bus. Mais en fait, il y avait une différence nette entre le chauffeur et le contrôleur. Et en fait, ce qui faisait la différence, c'est que le contrôleur, lui, montait à l'étage. Il faisait entre 700 et 900 marches par jour, et que le contrôleur était complètement assis. Et là, c'était vraiment bien la preuve que l'inactivité est vraiment pourvoyeuse de mortalité cardiovasculaire. Parce que les chauffeurs faisaient plus d'infarctus, ils étaient plus graves et ils mettaient plus de temps à récupérer. Au cours de nos rhumatismes inflammatoires, en prenant 2 études, mais il y en a bien sûr d'autres, on s'aperçoit, et vous le savez, que nos patients ont des comorbidités, et notamment au niveau cardiovasculaire, vous voyez, jusqu'à 40% d'hypertension artérielle et des dyslipidémies, que ce soit dans la polyarthrite ou dans la spondylarthrite. Nos patients sont également fatigués.
Et c'est vrai que même si les traitements ont été vraiment très efficaces sur la prise en charge de la douleur, des poussées, de la destruction articulaire, on se rend compte que nos patients se plaignent régulièrement de fatigue, ce qui nous met d'ailleurs pas toujours en situation très favorable parce qu'on ne sait pas toujours quoi proposer à ces patients. Et vous voyez dans cette étude publiée en 2017 que c'est présent quelle que soit la pathologie rhumatismale, qu'elle soit dégénérative, qu'elle soit auto-immune ou même dans la fibromyalgie où là, la fatigue est encore plus importante. Mais la fatigue, elle est liée à plein de choses. Elle est liée, on sait qu'elle peut être liée à l'activité de la maladie, de la polyarthrite. Plus la maladie est active, plus la fatigue va augmenter, mais elle peut être liée à d'autres choses. Les symptômes dépressifs, la qualité du sommeil, et également le surpoids. Mais qu'est-ce qui favorise ces éléments de dépression, de qualité du sommeil qui est moindre et l'obésité? C'est l'inactivité physique. Donc, vous voyez qu'en pouvant jouer sur l'activité physique, ou en tout cas en essayant d'agir là-dessus, on peut probablement améliorer la fatigue de nos patients, ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne s'aggrave pas, et améliorer également toute la partie extra-articulaire, notamment cardiovasculaire. Les bénéfices physiologiques, beaucoup d'études. J'ai résumé globalement, mais il y a des bénéfices effectivement cardiovasculaires, respiratoires avec une meilleure oxygénation cellulaire, une meilleure utilisation des glucides et des lipides avec des meilleurs profils lipidiques, une augmentation de la force musculaire, donc avec des bénéfices locomoteurs, mais également une amélioration du capital osseux, notamment quand on fait de l'exercice physique en charge, des bénéfices également au niveau plutôt de l'anxiété, de la dépression, du sommeil, de l'estime de soi, aussi de faire partie, on fait de l'activité physique, on a donc une vie active, on a une vie positive, on a une meilleure intégration sociale. Donc ça joue aussi. Et puis, en fait, ça a été même démontré qu'on peut gagner plusieurs années de vie quand on est actif. Donc, l'activité physique est vraiment bénéfique, non seulement sur la partie locomoteur qui nous intéresse un peu plus, mais sur l'ensemble, en fait, de plein de pathologies, comme ces petites mamies qui ont peut-être fait de l'activité physique. Et vous voyez, les bénéfices directement sur le diabète. C'est un des traitements, notamment du diabète de type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer, avec notamment en premier lieu le cancer du sein, mais maintenant c'est démontré aussi dans d'autres cancers comme le cancer colique, les troubles cognitifs, les maladies respiratoires et puis l'appareil locomoteur qui nous intéresse aujourd'hui. Autre élément important de pourquoi il faut faire bouger nos patients, on a vu qu'ils avaient des comorbidités, on a vu qu'ils étaient fatigués et on a vu que les patients étaient sédentaires, mais la population générale est globalement sédentaire. Et en fait, la sédentarité est pro-inflammatoire. Et ça a bien été démontré puisqu'on a démontré que les patients sédentaires produisaient plus de cytokines inflammatoires dans le milieu systémique, dans le sang, mais également au niveau articulaire. Eh bien, cette synthèse de cytokines pro-inflammatoires va engendrer, bien entendu, des douleurs. Et alors, on peut avoir un espèce de cercle vicieux qui s'installe avec l'inactivité et la sédentarité. Et puis, le fait d'avoir une inflammation comme ça chronique va engendrer effectivement une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est aussi démontré vraiment même au niveau biologique. Alors, tout ça a fait qu'il y a un livre, effectivement, le livre blanc de l'INSERM qui a été publié en 2019, un gros livre, plus de 800 pages, qui recueille pratiquement toutes les données, non seulement pour la rhumato, mais pour plein d'autres pathologies, et qui met bien en avant que l'activité physique doit être un traitement pour de nombreuses pathologies chroniques, et en particulier les rhumatismes inflammatoires chroniques. Si on regarde un petit peu ce qui a été démontré dans la polyarthrite rhumatoïde, j'aurais pu vous faire à peu près la même diapositive pour la spondylarthrite. Et c'est Frank Verhoeven qui avait fait cet article. Eh bien, on voit que l'activité physique a des bénéfices, je vous l'ai dit, cardiovasculaires avec une amélioration de la fonction endothéliale, un ralentissement de l'artérosclérose. Ça a des bénéfices également osseux. Et vous avez vu que nos patients aussi sont plus à risque d'ostéoporose de par la maladie, de leur traitement, l'inactivité également. Ça améliore la qualité de vie et la qualité du sommeil, qui peut être tout à fait intéressant par rapport à la fatigue et notamment à la douleur, puisqu'on a réussi, nombreuses études ont démontré que l'activité physique permettait de stabiliser, voire de diminuer la douleur et la fatigue. Et que ça pouvait aussi améliorer tous les symptômes psychologiques comme la dépression ou l'anxiété. Bien sûr, c'est en lien avec les scores d'activité.
dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un patient qui sera très actif sur le plan inflammatoire aura des difficultés à bouger, hein, ça c'est sûr. Donc les patients sont moins actifs quand ils ont une maladie active, hein, c'est du bon sens. Mais quand les patients sont globalement stabilisés, eh bien on voit que les scores d'activité n'augmentent pas, hein, ils se stabilisent, ça n'engendre pas de poussée, c'est souvent une crainte qu'ont les patients, ça n'aggrave pas la maladie. Aussi bien au niveau clinique, on va dire, mais au niveau aussi articulaire, avec un petit bémol sur les grosses articulations, notamment si celle-ci avait déjà des petites atteintes, une petite chondropathie, notamment au niveau du genou. Mais il y en avait plutôt des arguments rassurants, voire vraiment très rassurants sur la progression structurale des petites articulations. Donc, on a vraiment en main tous les arguments pour dire que cette activité physique est bénéfique chez nos patients ayant un rhumatisme inflammatoire, et là en particulier pour la polyarthrite, mais je vous l'ai dit, on a aussi les mêmes données dans la spondylarthrite. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on est convaincu que l'activité physique, effectivement, est bénéfique pour nos patients, c'est mais qu'est-ce qu'on leur propose? Quelle activité physique on va conseiller? Alors, on va regarder un petit peu ce que disent les recommandations. Et là, on se rend compte, bon, recommandation de l'EULAR en 2018, si je peux me permettre, un petit peu décevante, mais parce que c'est probablement difficile de faire des recos précis d'activité, parce que en fait, chaque étude a fait des durées différentes, des activités différentes, des supervisions ou pas de renforcement, du cardio, etc. Mais ce qu'ils nous disent en tout cas, avec un niveau de preuve 1A, 1B ou 1A avec une forte recommandation A, c'est qu'on doit faire la promotion de l'activité physique, et ça doit faire partie des intégrantes en fait, de la prise en charge de nos patients, et que c'est bien si on peut aussi y associer d'autres approches comme les TCC ou le côté un petit peu feedback. On va repartir un petit peu sur l'entretien motivationnel, hein, faire des retours, feedback positifs aux patients pour les encourager. Alors, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais il existe le Vidal du sport. Donc ça, c'est aussi intéressant de regarder ce qui est dit. Et dans le Vidal du sport, en fait, il n'y a que la polyarthrite qui a été traitée. Alors, ça nous guide un petit peu, ça nous dit, ben voilà, quand votre patient il a une polyarthrite qui est contrôlée, qui a un score DAS inférieur à 3,2, il n'y a pas trop de handicap, vous pouvez l'adresser à un club de sport, à plutôt sport pour tous, mais le patient peut aller dans un club de type loisir, sans précaution particulière, au niveau ostéo-articulaire. Niveau 2, notre patient un peu plus actif, il a un handicap un peu plus élevé, vous voyez, un HAQ à peu près à 2. Là, on sera plutôt sur un dispositif sport santé. Faut-il encore qu'il existe ce genre de dispositif, mais ça serait plutôt ce dispositif qui serait intéressant. Et enfin, le niveau 3, où là, c'est des patients beaucoup plus fragiles parce qu'ils ont des comorbidités, la maladie active, ils ont un score fonctionnel qui est quand même pas très bon, ils sont déconditionnés à l'effort. Là, il faut se faire aider de nos collègues MPR et éventuellement des professionnels de type kinésithérapeute. Alors, en fait, on se rend compte que les recommandations en pratique, en tout cas, c'est ce qu'on utilise nous au quotidien, c'est d'utiliser les recommandations OMS. Alors là, je vous les ai mis pour les patients inférieurs à 65 ans, mais en fait, ils en ont pour chaque tranche d'âge. Alors, 18-65 ans, puis après, vous avez plus de 65 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de l'endurance, 30 minutes par jour, 150 à 180 minutes par semaine. Mais un petit point intéressant, c'est au moins 10 minutes sans interruption. Ça, c'est un message clé qui peut être intéressant chez les patients. Et d'intensité modérée. Alors, ça veut dire quoi, intensité modérée? Ça veut dire que le patient, il peut parler s'il a un copain de sport ou d'activité physique, mais il ne pourra pas chanter. Donc, il va quand même être un petit peu essoufflé. Il va falloir faire des étirements 2 fois par semaine et du renforcement 2 fois par semaine. L'idée est de travailler chaque groupe musculaire. Et autre message très important, éviter de faire 2 jours consécutifs sans activité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les patients, eh bien, s'ils montent leurs escaliers ou qu'ils marchent, s'ils font au moins 10 minutes, c'est déjà bien, et on peut très bien répartir les 30 minutes plusieurs fois dans la journée. On n'est pas obligé de les faire 30 minutes d'affilée. On peut faire par 10 minutes. Les règles, aussi une règle très importante, c'est la règle des 3 R. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas viser, c'est l'intensité, mais c'est la régularité. C'est vraiment, voilà, on ne va pas partir à se dire, ça y est, je vais aller randonner 2 heures. Non, si on n'a jamais randonné, ben, ce n'est pas grave. On va déjà randonner une demi-heure, mais on va le faire régulièrement. Et aussi un objectif raisonnable et une pratique raisonnée. Ce qu'on appelle la règle des 3 R qui est très importante. Alors après, une fois qu'on a ces petits trucs et astuces, c'est comment on va faire adhérer le patient à notre proposition. Alors, Daverne et collaborateurs ont fait une monographie qui a été publiée en juin 2001 qui reprend un petit peu les barrières à la pratique de l'activité physique
Chez des patients ayant une polyarthrite, et vous voyez qu'ils les ont comparés aux lombalgies chroniques et les facilitateurs. Bon, on se rend compte que globalement, vous voyez qu'il y a les quatre mêmes thèmes. Il y a la santé physique, clairement. Si le patient est douloureux, il est empoussé, il est très fatigué, se sent faible, ça va être plus compliqué. Donc, de contrôler les symptômes par un traitement de fond, enfin, le traitement qu'il faut, ça va nous aider. Il y a aussi les peurs et les croyances. Donc là, avec la peur d'aggraver les symptômes. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est dans le grand public. J'ai mal, je me suis blessée, je m'arrête. Et donc nous, voilà, ils ont mal, mais on leur dit de bouger. Pas facile de combattre ces peurs et croyances, mais faut-il encore les dépister chez nos patients. Et puis après, il y a la psychologie du patient. Vous avez des patients qui seront très positifs et qui ne seront pas résignés, et d'autres motivés, d'autres moins motivés. Et ça, c'est la psychologie de chacun. Les facteurs environnementaux avec le climat, ça vous avez tous entendu parler du climat. Oh là là, il a fait froid, j'ai eu plus de douleur. Ça sera aussi plus compliqué de motiver le patient quand il fait froid que quand la météo est plus clémente. Et puis, il y a aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a des salles d'activité physique, des clubs de sport, des parcs où on peut marcher? Clairement, ça, c'est aussi une limitation ou quelque chose qui peut faciliter l'activité physique. Une chose très importante, et ça, je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important que les rhumatologues prennent l'importance de l'activité physique, c'est que c'est facilitant pour les patients s'ils sont suivis par un professionnel de santé, si le professionnel il connaît un petit peu les choses et qu'il peut les guider. Donc, alors que si, voilà, on dit faudra faire de l'activité physique et qu'on ne va pas plus loin, ça va aussi être quelque chose qui va plutôt bloquer la pratique. Mais clairement, la peur et les croyances sont vraiment importantes, mais ça, c'est valable pour tout. C'est valable bien sûr pour les médicaments. Ne l'oubliez pas, c'est valable pour l'activité physique. Si les patients pensent que vraiment, parce qu'ils ont des expériences, ils ont tous des expériences comme ça à nous raconter en consultation. Ah, mais quand j'ai fait ça, c'était terrible, j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Ça va être un petit peu plus compliqué. Mais peut-être quelques pistes pour essayer de débloquer la situation, quelques clés de motivation. Déjà, premièrement, il faut l'évoquer, je pense, en consultation et en parler. Faire l'état des lieux de l'activité physique du patient. De par son métier, on saura déjà globalement s'il est sédentaire ou pas. Et puis, de l'encourager à exprimer ses craintes. Voilà, on va voir un petit peu quels sont ses freins. Et puis après, on va identifier avec lui, l'aider à identifier les bénéfices qu'il pourrait avoir et lui expliquer que effectivement l'activité physique est plutôt bénéfique, le rassurer, l'accompagner, le motiver et bien entendu d'éviter de vous devriez, hein, le yaka faucon, ça en général ça ne marche pas et puis faire des projets à sa place. Il faut vous inscrire en salle de sport. Souvent, les patients, on l'a vu, je ne me suis pas arrêtée là-dessus, mais les patients ont parfois peur de faire de l'activité physique avec d'autres. Donc, la salle de sport, l'image de soi, tout ça, ce n'est pas toujours des choses auxquelles ils accrochent. Donc, c'est lui qui doit trouver ses solutions. Hein. C'est pour ça qu'on peut vraiment intégrer aussi l'approche de l'activité physique dans des programmes d'éducation thérapeutique. Et bien sûr, ne pas lui reprocher de ne rien faire, parce que quand on regarde, je ne vous l'ai pas mis, mais il y a une étude qui montre un petit peu comment les rhumatologues pratiquent l'activité physique. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Voilà, soyons aussi peut-être des modèles en la matière. Voilà, on est tous à parfois essayer de caser l'activité physique dans nos emplois du temps. Les patients ont aussi des difficultés, un petit peu comme certains d'entre nous peuvent avoir. Alors, est-ce qu'on peut prescrire l'activité physique? Alors, vous savez qu'il y a une loi en 2016, loi de modernisation du système de santé, qui fait que, effectivement, l'activité physique peut être prescrite par le médecin traitant, mais ça ne veut pas dire que c'est pris en charge par la sécurité sociale. De plus en plus de mutuelles peuvent prendre en charge ce genre de choses, donc il faut que les patients se renseignent. Mais quel acteur, en fait? Une fois qu'on l'a prescrit, on l'envoie chez qui? C'est ça toujours la difficulté. Donc, les masseurs kinésithérapeutes, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment des acteurs sur lesquels on peut compter et s'appuyer, nous, en tant que rhumatologues. Et puis après, vous avez bien sûr le top du top, c'est quand on peut avoir un enseignant en activité physique adaptée. Mais vous avez des éducateurs sportifs qui travaillent dans différentes structures, comme les maisons sport santé. Hein. Macron a décidé qu'il y aurait 500 maisons sport santé sur le territoire. Donc, on peut s'appuyer parfois sur ces structures-là pour adresser nos patients, des réseaux de santé, des associations de patients, des clubs de sport labellisés. Mais clairement, c'est très, très hétérogène sur le territoire. On n'a pas toujours de structure en relais pour envoyer nos patients dans ce genre de structure. En tout cas, sachez que vous pouvez avoir aussi des infos sur les sites des CROSS, qui sont des comités régionaux olympiques et sportifs que vous avez dans chacune de vos régions. Alors, moi, je fais des consignes et des conseils sur ordonnance. Avec moi, à l'habitude, c'est la pyramide alimentaire, mais là, c'est la pyramide de l'activité physique.
Donc, tous les jours, changer son comportement, prendre des escaliers plutôt que l'ascenseur, prendre les transports en commun plutôt que la voiture, faire des exercices cardio-respiratoires 5 fois par semaine. Donc, on va dire quelles sont la nature, parce que c'est de la marche, du vélo, la durée, l'intensité, souvent modérée, hein, c'est ce qu'on va conseiller, et puis la fréquence, et vous avez les fréquences ici sur cette pyramide. Et puis là, je vous ai mis l'échelle de Borg. L'idée, c'est de viser le petit bonhomme au milieu, là, donc essoufflé, mais pas complètement épuisé non plus. Enfin, là, des tableaux, mais vous pourrez les revoir, on ne va pas les passer en revue, mais valorisons aussi ce que font les patients dans leur quotidien. Oui, passer l'aspirateur, c'est une activité physique d'endurance, tout dépend la longueur de l'appartement, mais voyez, on fait de l'activité physique, valorisons ça aussi, d'endurance, de renforcement musculaire, d'équilibre et de souplesse. Et puis, les déplacements actifs, c'est là-dessus qu'il faut quand même essayer d'agir également avec les fameux escaliers ou le vélo ou encore les transports en commun par rapport à la voiture. Y a-t-il des précautions ou plutôt des contre-indications? Moi, je dirais vraiment plutôt des précautions d'emploi, comme on pourrait dire, comme pour un médicament. Les poussées inflammatoires, clairement, c'est plutôt une contre-indication temporaire. L'idée, c'est plutôt de réduire plutôt que d'arrêter. J'ai mal au genou, alors je fais plutôt des exercices avec les membres supérieurs. Voilà, on peut vraiment adapter, hein. On est toujours dans l'adaptation. Mais bien sûr, on doit adapter en fonction du patient, des dégâts structuraux, s'il y a des prothèses, s'il y a des gènes, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais globalement, il n'y a pas de contre-indication absolue sur le plan rhumatismal, bien entendu. Après, il peut y avoir des contre-indications cardiovasculaires, mais ça, c'est autre chose. Mais sur le plan même une polyarthrite très abîmée, on peut lui faire de l'activité physique adaptée. Des exemples d'activités physiques de loisirs, les gens nous demandent. Alors souvent, on a tendance à dire la natation parce que vous n'êtes pas en charge, mais il existe plein d'autres choses à faire. Et vous voyez que le vélo, hein, c'est des choses qui sont efficaces dans tout, l'endurance, le renforcement musculaire, l'équilibre. Donc, bon, voilà, faut-il encore avoir des pistes cyclables. Mais voilà, ça, c'est des petites aides qui peuvent nous aider aussi en consultation avec nos patients. Donc, je pense qu'il est très important, ça doit faire partie de la consultation médicale, de dépister la sédentarité et l'inactivité physique. Le métier va nous indiquer le nombre de minutes d'activité physique. Vous pouvez utiliser aussi un questionnaire qui est facile, qui est le Ritchie-Gagnon, qui est compréhensible par les patients et qui vous permettra de donner un score. Vous voyez en dessous, -18, il est vraiment inactif. Ça nous permet un peu de faire une photographie de notre patient au départ. Et puis après, c'est aussi bien sûr de repérer les croyances et non de les ignorer, de voir quels sont les freins et les leviers pour faire que le patient puisse s'y mettre un petit peu et l'informer sur les bénéfices, ça c'est vraiment important. On informe des bénéfices sur les traitements, informons les patients des bénéfices sur les bénéfices de l'activité physique. Bien sûr sur la maladie, mais aussi sur tout le reste, hein. Ça c'est très très important. Et puis le rassurer parce que voilà, ça n'aggravera pas votre maladie. Ça vous aidera plutôt et ça vous aidera même sur tout le reste. Donc, une fois que le patient ou que le praticien prend conscience de l'inactivité physique ou de la sédentarité de son patient, moi, je note 2 niveaux d'intervention. L'idéal, c'est de modifier son comportement quotidien. Je vous l'ai déjà dit, donc voilà, mais c'est des messages pour que les choses soient bien claires. Et puis après, en plus de ça, l'idéal, c'est de mettre en place des activités physiques spécifiques adaptées, individuelles, collectives, coachées probablement. Ça marche mieux dans les études, ça marche mieux quand c'est supervisé, c'est coaché, mais ça, c'est valable, je pense, même pour tout le monde. Et puis, ne pas oublier qu'il y a les 3 choses. Il y a la souplesse, le renforcement et le côté aérobie, cardio, comme on dit souvent. En tout cas, les objectifs doivent toujours être raisonnables et accessibles parce que sinon, on va démotiver les patients. Donc, on va step by step, comme on peut dire. Alors, un petit quiz, mais vous ne pouvez pas parler, mais un petit quiz. Quel est le point commun de ces 4 régions? Si vous avez des idées, vous pouvez peut-être répondre dans questions-réponses, mais je ne vois pas vos réponses. En tout cas, quel est le point commun de ces 4 régions? C'est là où il y a le plus de centenaires. Alors, quelle est la recette? C'est des patients, ils n'ont pas plus de salles de sport que nous, voire beaucoup moins. Mais en tout cas, ils ont intégré l'activité physique dans leur mode de vie. Alors, c'est vrai que notre mode de vie est compliqué parce qu'il est de plus en plus sédentaire de par les progrès, les changements, hein, mais il faut essayer vraiment de réintégrer cette activité physique. Et ça, je pense que c'est vraiment une piste intéressante. Donc, pour moi, vous l'avez compris, le thème de l'activité physique doit être abordé en consultation. Alors, c'est à la mode, donc pour moi, c'est le pass sanitaire pour être en bonne santé avec son rhumatisme et en bonne santé en général. Et pour être convaincant, il faut être convaincu. J'espère que je vous ai convaincu. Et je finirai par la phrase qui a été publiée par Lancet en 2012 en disant que l'activité physique,
Et ben voilà, c'est probablement un des traitements les plus puissants. Donc, n'hésitons pas, parlons-en à nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christelle. Bon, c'était vraiment super. Je vous rappelle qu'on peut donc poser des petites questions. Je ne sais pas s'il y en a quelques-unes, donc grâce à la fonction de question-réponse qui est située au bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas. Et puis, peut-être pour commencer, moi, j'ai deux profils patients dont on peut peut-être discuter. Le premier, c'est le gars qui n'a jamais fait de sport et qui déteste le sport et qui assume complètement qu'il déteste le sport. C'est-à-dire, moi, jusqu'à mes 40 ans. Comment est-ce que tu arrives à impacter ce genre de personnalité? C'est pas forcément très facile, hein. Non, non, alors après, c'est sûr qu'on ne va pas agir là-dessus, mais bon, là, les patients sont malades quand même. Donc, on va Ouais. plutôt essayer d'agir sur le côté la maladie. Alors, tout dépend, c'est sûr que s'il va hyper bien, que sa maladie est très contrôlée, ça va être encore ça va être encore un handicap pour le convaincre. Mais bon, souvent, les patients ne sont pas tout parfaits, c'est-à-dire la maladie contrôlée, pas de facteur de risque cardiovasculaire. Donc, moi, je travaille un petit peu sur ça, sur la maladie, la fatigue. La fatigue, on a quand même beaucoup de patients fatigués. Ouais. Et alors, c'est vrai qu'au départ, ils nous regardent avec drôle de regard parce qu'ils nous disent: «Attendez, je suis fatigué, là, vous me dites qu'il faut que je bouge». C'est un peu bizarre. Mais donc moi, je travaille sur la fatigue, les éléments associés au rhumatisme et puis éventuellement le rhumatisme. Si le rhumatisme, il se sent un peu raide, mais que ce n'est pas vraiment douloureux, voilà, de gagner peut-être en souplesse. Et puis l'idée, ce n'est pas de les envoyer dans un club de sport, hein, c'est de leur dire, ben, on va voir, regardez dans votre vie, comment vous venez au travail. D'accord. Ah ben, je viens en voiture. Ah ben là, est-ce que vous pourriez venir en vélo? Ou je viens en tram, ben, vous ne pourriez pas descendre l'arrêt avant. Donc vraiment, de l'intégrer, pas de l'envoyer à un club de sport, lui, je pense qu'on n'y arrivera pas, mais de venir en vélo au travail, par exemple. Le deuxième profil patient que j'ai en tête, qui est à mon avis encore plus fréquent, hein, c'est les patients qui sont vraiment douloureux Ouais. et qui là, ont vraiment la crainte légitime d'aggraver les douleurs, au moins au début avec l'activité physique. Est-ce qu'une arthrite, par exemple, de poignet, pour toi, c'est une contre-indication? Comment est-ce comment on aborde concrètement cette problématique de la douleur et de l'activité physique? Alors, moi, il y a 2 choses. Déjà, pour aussi convaincre, je reviens un peu à la question, le TP, c'est un bon moyen aussi de faire tester les gens. Et dans les ateliers de TP qu'on arrive à faire à Strasbourg, on parle de l'activité physique, on essaye de les faire expérimenter aussi. Et le fait Ouais. de faire la séance et de se dire: «Ah ben, en fait, déjà, un, j'y arrive. Ah ben, 2, tiens, j'ai pas mal. Et puis même après, ben, ça m'a pas fait mal, peut-être des courbatures, mais pas grand-chose parce que c'est aussi assez light», et ben, ça les met en confiance. Après, en termes d'activité physique, quand on a une arthrite du poignet, ben, en général, si les gens ont mal au poignet, qu'on les fait travailler au niveau des membres supérieurs, ils auront des difficultés à prendre des poids. On peut leur dire de poser les poids ou alors de travailler les membres inférieurs. Donc oui, le patient peut dire: «Bah, là, j'ai mal là, mais si j'ai mal là, bah, je vais faire d'autres choses». Mais ça, c'est un apprentissage, hein. C'est un apprentissage, c'est un accompagnement, c'est une éducation, ça ne va pas arriver en 5 minutes, hein. C'est vraiment, faut accompagner le patient, hein. Ok. Alors, on n'a pas de questions spécifiques, mais je pense que ta présentation était très claire, et puis surtout, elle était très concrète. Donc, tu as apporté beaucoup de clés très pratiques sur des réponses un peu standards. Je vais peut-être ouvrir le sondage, comme ça les gens peuvent voilà, participer. Je le lance. Top. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre opinion. C'est vraiment important pour à la fois la pérennité et puis le suivi de ces mercredis du coiffeur. Il me reste à remercier notre oratrice hors pair, donc Christelle Sordet, pour un très beau topo sur l'activité physique. Et la semaine prochaine, la problématique est vraiment intéressante, c'est la maladie de Dupuytren. Donc ça, c'est vrai que voilà, est-ce qu'il y a des évolutions dans la prise en charge? Est-ce qu'il y a un bilan particulier à faire? Ça soulève toute une série de questions pour une maladie qui est quand même vraiment très fréquente. Donc on est vraiment très fiers d'accueillir cette présentation la semaine prochaine. Eh ben, il me reste à vous remercier. Merci à toi, Christelle, pour cette très belle intervention. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Mercredis du Coiffeur. À bientôt. Au revoir.